Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous voici à ce énième rendez-vous avec le magazine Renaissance africaine et son directeur général Freddy Mulumba Kabwaïwa Bondo, qui est également directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise. Cette fois-ci, le magazine Renaissance africaine a voulu qu'on parle de nos ressources naturelles. On entend parler, on en discute dans les différents salons, et aujourd'hui, grâce au magazine Renaissance africaine, nous avons voulu qu'on en parle. Voilà pourquoi on a fait appel à ces grands professeurs et économistes de la République démocratique du Congo et de internationale pour venir échanger avec nous sur ce grand problème qui concerne la République démocratique du Congo. Le thème principal de cette conférence, c'est la République démocratique du Congo face au bradage des ressources naturelles. La République démocratique du Congo face au bradage des ressources naturelles. Ce thème sera donc développé par Dr Noël Chani Mouatianvita, qui est bien sûr à l'extrême gauche de la table. Docteur Chani, j'ai du mal à préparer une fiche pour sa présentation parce qu'il a une biographie qu'on peut lire pendant 4 jours et on ne se fatigue même pas. Alors j'ai retenu bien sûr de lui sur toutes ses publications. Il a notamment écrit La force du changement, construire un pays stable, prospère et équitable. Il a également écrit Des temps désespérés, des mesures audacieuses, un plan Marshall pour la République démocratique du Congo. La bataille pour une monnaie crédible, vision d'une monnaie forte, construire des banques centrales crédibles. Et dans d'autres publications que je n'ai pas voulu énumérer ici. Noël Chani Mouatianvita va nous parler du bradage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Que faire pour protéger les intérêts nationaux? Après lui viendra le professeur Émile Ngoyi Kasolo, connu de tous, premier recteur de la faculté de l'économie de l'université de Guinée. Il est ministre honoraire de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est sûr pour son époque,
qu'on est parti de l'IPN à l'UPN, Institut pédagogique national de l'Université pédagogique nationale. Et puis également directeur général ou administrateur directeur général de l'OFIFRAN, professeur de l'université, de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa. Il a aussi tellement écrit. Je me suis dit, je ne peux que citer même un seul de ses ouvrages, ça sera intéressant. La clé de l'émergence de l'économie congolaise, analyse critique et nouvelle orientation des politiques économiques. Ici, professeur Émile Ngoï Kasongo nous parlera des conséquences du bradage sur l'économie congolaise. Et avant ces deux interventions, j'accorde la parole à M. Frédéric Bakabouaï pour le mot de bienvenue. Moi, c'est M. Bakamboa, je suis le modérateur. Merci. Merci beaucoup. Bakamboa, Oscar Bakamboa. D'abord, je tiens à remercier Madame la représentante de l'ambassadeur du Kenya. Nous avons aussi dans cette conférence Monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Angola. Et je tiens aussi à remercier le professeur Rwerchani qui donne cours à la faculté catholique universitaire de Kinshasa, mais aussi à la faculté protestante. Mesdames et messieurs, distingués invités, je tiens beaucoup à vous remercier parce que vous avez accepté de participer à ce débat. Pourquoi cette conférence? Tout est parti de l'interview que M. Yuma, président du conseil d'administration de la GECAMI, une interview qu'il avait accordée à Alain Foka, un journaliste camerounais français. Et dans cette conférence, dans cette interview, Albert Yuma a déclaré que l'État congolais a été contraint vers les années 1990-2000, sous le conseil de ses partenaires militaires, de céder la majorité de ses actifs miniers aux partenaires étrangers, pour ne pas dire aux multinationales occidentales, dans la plupart des cas. Il a accusé clairement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale d'être à la base des manœuvres pour le bradage des ressources minières. Par ailleurs, le président de la République du Congo, démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dénoncé hier à Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, les contrats miniers signés au détriment des intérêts des peuples congolais. Il était très clair, il veut à ce que ces contrats soient revisités et que ce soit des contrats gagnant-gagnant. Et pour comprendre ce bradage, une lecture de l'histoire minière du Congo s'impose. Cette lecture, je l'ai subdivisée en 4 phases. La première phase, c'est celle de Léopold II, président de l'État indépendant du Congo, avec une multinationale occidentale de 1885 à 1906. Par décret au mois de juillet 1885, les Congolais pouvaient considérer comme leur appartenant uniquement que les terrains effectivement occupés par eux et les champs effectivement mis en valeur. Toute autre terre inoccupée était déclarée possession du nouvel État indépendant du Congo. Un autre décret du 8 juin 1886, non rendu public, stipulait que la propriété du sol n'impliquait pas automatiquement la propriété du sous-sol du terrain occupé. Le sous-sol appartenait au roi souverain qui, comme pour le sol, était vendu, loué ou donné
en usufruit par les rois souverains seuls. Ça, c'est Madame Liao Kanza, Sophie, qui a publié dans ce tout petit ouvrage, un ouvrage, c'était sa thèse de doctorat à l'université d'Harvard en 1934, intitulé « Les origines sociales du sous-développement politique au Congo belge de 1860 à 1960 ». En 1906, lorsque l'entreprise léopoldienne était vouée à être annexée à l'État belge, Léopold II, en collaboration avec sa société commerciale coloniale et le Trust belge et la Compagnie générale belge, se sont arrangés pour sauver la fortune royale du futur contrôle du gouvernement belge. Ensemble, ils ont transformé ces sociétés d'État, créées à l'initiative de l'État indépendant du Congo, en sociétés semi-privées, dont les plus connus étaient l'Union minière du Haut-Katanga, qui est devenue Gécamine après. Vous avez la Forminière, vous avez la Compagnie des chemins de fer du Bas-Congo au Katanga, BCK, et vous avez l'American Congo Company. Voilà la première phase du bradage. La deuxième phase du bradage s'est opérée au mois de juin 1960, quelques jours avant l'accession du Congo à l'indépendance le 30 juin 1960. Le 17 juin 1960, une loi relative aux sociétés coloniales fut votée au Parlement belge. Cette loi stipulait que les sociétés peuvent, avant le 30 juin 1960, décider soit le transfert au Congo de leur principal établissement, soit l'abandon de la qualification de siège social attaché au siège de la maison sociale existant au Congo et se soumettre au droit belge tout en conservant des sièges d'exploitation au Congo. Ainsi, les grandes sociétés coloniales transfèrent leur siège à Bruxelles et devinrent les sociétés de droit belges. Le 17 juin 1960, un décret-loi sanctionnant la dissolution des compagnies à charte ou compagnies coloniales fut promulgué par le gouvernement belge. Le 24 juin 1960, les représentants du Congo belge signèrent avec les représentants des compagnies minières privées qui détenaient des pouvoirs concédants une convention de dissolution du comité spécial du Katanga. Ces représentants belges du Congo belge n'étaient autres que les autorités coloniales, encore au pouvoir jusqu'au 30 juin 1960. Or, avant la dissolution des compagnies à charte, l'État congolais était des plus grands actionnaires du comité spécial du Katanga. Vous comprendrez l'histoire du contentieux belgo-congolais côté mine. Voilà la deuxième phase de bradage de nos ressources. La troisième phase de bradage se situe durant la période de transition sous le gouvernement Kengo en 1994. Sous la transition dirigée par le Premier ministre Kengo, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont contraint le gouvernement de signer les contrats avec les multinationales étrangères. Dans le domaine d'exploitation de l'or, on trouve la société canadienne Barrick Gold Corporation pour l'or de l'office de Kilomoto, au Kimo, et la société anglo-canadienne Baron Resources et le groupe Empin pour l'or de la Sominki, société minière du Kivu. Dans le domaine de cobalt, les groupes belges Union Minière SA et Mark Forest sont partagés, les bitins. Dans le secteur du cuivre, la société suisse London, la société australienne Anvil Mining ML, les groupes suisses Benatar. Dans celui de diamant, les groupes canadiens Caledonia Mining Corporation. Voilà la troisième phase du bradage avant la guerre de l'Alliance des forces démocratiques de libération AFDEL. Et vous allez voir, ce sont les mêmes entreprises qui avaient signé avec Kengo, pour la plupart qui vont se retrouver
du côté de la rébellion. Pour faire mettre base sur les mines du Congo, la guerre d'agression a été financée par American Mineral Field Amifi, fondée en 1995 avec siège dans l'Arkansas de William Clinton, l'ancien président américain, dont l'objectif déclaré était de permettre aux investisseurs américains de participer à la mise en valeur du sous-sol africain. D'autres contrats de monnaie ont été signés par Emerson, puis Landune, Anvil, First Quantum, Kinross, Barrick Gold, Barreau et Héritage Oil. Avec ce bradage, voilà pourquoi le peuple congolais est pauvre et ses multinationales se font beaucoup d'argent. Je pense qu'il est temps de renégocier ces contrats pour que notre peuple retrouve son bonheur. Pour cela, il faut le soutien de l'opinion, surtout aux intellectuels, ceux qui ont été à l'école des Blancs, à l'école occidentale, pour créer un rapport de force intellectuelle afin que ces contrats soient renégociés. Ils ne sont pas les premiers, il y a d'autres pays qui ont déjà fait. Le peuple d'abord et ne jamais trahir le Congo, voilà les deux concepts qui vont nous aider à amener ce pays dans une vision de grandeur pour que l'Afrique renaisse et qu'on commence à compter parmi les grandes puissances dans ce monde à mutation. Je vous remercie. Merci Freddy Mulumba. Piller les ressources naturelles d'un continent, abuser de sa faiblesse, exercer contre lui une véritable violence économique, disait Aristide Brice Moutouka. Nous allons à présent commencer avec la première intervention de cette conférence. Nous nous excusons d'abord parce qu'il était prévu qu'il y ait 3 communications. La dernière communication, l'intervenant n'est pas disponible. Il est à Lubumbashi et précisément à Kolosi. Et il n'a pas su même déposer son texte. On pouvait même le lire à sa place. Monsieur Noël Tchanimouadinvita, vous avez la parole pour votre communication. Je voulais commencer par dire que je suis très heureux d'être avec vous ce matin, ici, où il m'a été demandé de m'entretenir avec vous sur le bradage des ressources naturelles de la RDC et sur ce qu'il faut faire pour protéger les intérêts nationaux. La présentation sera brève, mais je vais la structurer en 4 parties. D'abord, je vais faire une brève introduction sur la situation économique et sociale du pays. Je vais parler de la genèse de l'exploitation des ressources minières depuis les temps indépendants, sans pouvoir répéter ce que Freddy Mulumba vient de dire. Je vais parler de la période avant et après le code minier de 2002. Je parlerai de la prédation elle-même du patrimoine minier de l'État et je tirerai une brève conclusion avec recommandation de ce que nous pouvons faire en tant que pays. Commençons par l'introduction. C'est très difficile, sincèrement pour moi, de parler de ce sujet étant donné qu'il s'agit d'une question de grande tristesse pour notre pays et le peuple congolais. Un pays très riche en ressources naturelles avec une population très pauvre. Ça me casse le cœur. La RDC, notre pays, est malade, est victime depuis trop longtemps de nombreux malheurs et fléaux tels que l'insécurité généralisée, les violences, les rébellions meurtrières, les massacres des innocents, les viols des femmes, le tribalisme, le népotisme, les conflits d'intérêts, la corruption endémique, les détournements intellectuels et financiers des fonds publics, la prédation des ressources, les vols systématiques des biens de l'État, l'impunité, l'injustice, les lois iniques taillées sur mesure et les violations massives
des droits humains. La RDC est considérée comme un véritable scandale géologique, tant son sous-sol très riche regorge des ressources minérales telles que le cuivre, le cobalt, le coltan, le diamant, l'or, l'uranium et d'autres matières premières que je ne peux pas énumérer ici. Et d'ailleurs, je voudrais demander à Armando, où est-ce qu'il est, de projeter la table qui donne les matières premières congolaises reparties à travers les différentes provinces de la RDC. Quand vous regardez ce tableau, vous allez voir que toutes les matières premières, et là on a donné simplement un bref aperçu, toutes les matières premières imaginables se trouvent dans notre pays. J'ai essayé de comparer la RDC, notre pays, avec un autre pays qui est un peu similaire au nôtre, mais à la seule distinction que nous, on fait 2 fois ce pays-là, c'est l'Indonésie. On y trouve littéralement le tout, exactement comme ici. Et l'Indonésie fait la moitié de la taille de la RDC, avec une population de 265 millions d'habitants. Et nous, d'ailleurs, on ne connaît même pas exactement le nombre de la population. Mais les estimations que j'ai indiquent que nous sommes aujourd'hui à 105 millions d'habitants. Le problème que nous avons commence par nous-mêmes. En acceptant la corruption, en acceptant d'être corrompu, et on est corrompu même par des entreprises multinationales quand il s'agit de négocier les contrats avec la RDC. En acceptant la corruption, nous trahissons notre pays. Quand vous regardez ce tableau, bon, c'est difficile de voir. Vous voyez? Bon, globalement, vous allez trouver que nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et ce n'est pas de la réputation que nous devrions avoir en tant que pays. Si nous voulons nous développer, mobiliser des ressources différentes que Dieu a bien voulu nous donner pour les utiliser pour le développement, nous devons mettre fin à ce fléau de corruption, de détournement des fonds publics. Nous devons rétablir de l'éthique dans la gouvernance donc, du pays. Chaque année, il est connu que la RDC perd de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Et ici, je ne parle pas de pertes provenant de la fraude fiscale, je parle simplement de la perte provenant de la fraude fiscale, détournement des fonds publics. Je n'ai pas fait allusion aux pertes provenant du secteur minier sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Cette hémorragie prive le pays des ressources importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires de l'État, les militaires, les policiers, les agents des services de sécurité, les médecins, les infirmiers, les retraités, les professeurs d'université, les enseignants du primaire jusqu'au secondaire et les étudiants sous forme de bourses d'études. Tout le monde est affecté par la mauvaise gouvernance du pays. Par conséquent, plus de 90% de nos compatriotes vivent aujourd'hui sans eau potable, ni électricité, ni moyens de télécommunication. Le pays est incapable de nous offrir des infrastructures de base et un système éducatif et sanitaire digne de son nom, comme l'a bien fait ressortir la pandémie de coronavirus. Vous avez vu que nos hôpitaux n'étaient pas préparés pour pouvoir faire face à une pandémie si on était atteint à grande envergure. Je ne sais pas comment on allait survivre. C'est Dieu qui nous a sauvés, parce que nos hôpitaux ne sont pas en position de pouvoir faire face à une telle crise sanitaire. La croissance économique sur papier, qui a toujours été brandie par les gouvernements successifs de la RDC, cette croissance-là, elle n'est ni inclusive, ni palpable, et surtout, elle ne profite pas à la grande majorité de notre population, qui vit dans des conditions infra-humaines. En dépit de ces immenses ressources naturelles et humaines, la RDC a aujourd'hui l'un des produits intérieurs bruts par habitant le plus bas du monde et est classé 224e sur 226 pays d'après Index Mondi qui s'appuie sur les statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Armando, tu peux projeter ça même si ce n'est pas très visible, les gens vont avoir une idée. Quand vous regardez ce classement-là, on a classé les pays en utilisant, en commençant par ceux qui ont le PIB par habitant le plus élevé possible. Et on descend, allez vite vers la fin parce qu'on ne va pas perdre beaucoup de temps. Vous arrivez à la fin et vous voyez, c'est visible ou pas? Vous voyez, 224e, c'est quel pays? République démocratique du Congo.
Mais quelle honte! Avec toutes ces richesses dont je venais de vous parler, nous devons être classés littéralement les derniers de la planète. Nous avons échoué collectivement en tant que pays. Le chômage avoisine 90% de la population active et constitue aujourd'hui la cause principale de la pauvreté qui touche 90% de notre population. La pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance n'est que de 50 ans à RDC, contre par exemple 83 ans aux États-Unis d'Amérique et 90 ans à Monaco. En tenant compte du taux de croissance de la population de 3% par an, nous avons besoin de taux de croissance économique plus élevés que les niveaux actuels pour éliminer la pauvreté et améliorer les conditions de vie de la population. Je voudrais maintenant passer un peu de temps en parlant de la genèse de l'exploitation des ressources naturelles au Congo depuis l'État indépendant du Congo. Je ne veux pas répéter ce que Freddy Mulumba a déjà dit, mais je voudrais épingler ici les raisons qui ont conduit à la décadence de l'industrie minière post-coloniale de la RDC en analysant la situation particulière de quelques entreprises publiques dans le domaine minier. Certaines entreprises sont encore en activité et d'autres sont à l'arrêt aujourd'hui depuis les années 1995-97 jusqu'à ce jour. Il s'agit à l'occurrence des entreprises minières publiques suivantes. La Gétamine, la Sodimingo, l'entreprise minière Kisenge Manganèse, Congo Étain, Sominki qui est devenu plus tard Sakima, la Miba, Okimo et Somi Kivu. L'analyse de ces entreprises publiques minières a conduit à la conclusion suivante: que la République démocratique du Congo, notre pays, faute d'une véritable vision stratégique globale et d'une vision de développement du pays, s'est focalisée pendant des décennies post-indépendance à perpétuer l'exploitation des minéraux d'après le modèle laissé par les colonisateurs, en produisant des minéraux destinés à l'exportation vers la métropole, mais aussi vers les pays développés. À mon avis, il eût fallu une nouvelle orientation, une vision futuriste et une stratégie de développement du pays qui devrait conduire de manière diligente vers la mise en place d'une politique minière nationale d'industrialisation permettant de transformer localement nos minéraux afin de créer des emplois pour les Congolais et augmenter la production nationale et les exportations de produits semi-finis et finis, génératrices de devises étrangères et réserves d'échange pour soutenir la monnaie nationale et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Nous avons continué à fonctionner comme avant la colonisation. On ne produisait pas pour nous, pas pour nous aider, pour aider notre économie, mais pour aider l'économie de métropole. Une telle stratégie nécessitait l'implication dans son élaboration non pas des amateurs sélectionnés sur base tribale ou provinciale, mais le recours à des vrais professionnels de métiers de génie minier, géologique, chimique, minéralurgique et métallurgique, c'est-à-dire des ingénieurs chevronnés, des scientifiques éprouvés, des juristes distingués et des financiers de premier plan. En d'autres termes, la RDC s'est tirée dans la patte et l'a pêché en ne mettant pas l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. La sous-utilisation des ressources humaines est une des raisons de la décadence de l'industrie minière, mais également de la décadence de notre pays. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu de la période avant et aussi après le code minier de 2002. La période pré-code minier et la période post-code minier ont été marquées par la chute suivie de la renaissance de l'activité minière industrielle de la RDC. La période pré-code minier de 1997 à 2002 est caractérisée par la prise de pouvoir à Kinshasa par l'AFDEL de Mzee Laurent Désiré Kabila et la deuxième guerre du Congo à partir de l'année 1998. Cette période est marquée par la partition du pays en 4 zones, dont une zone contrôlée par le gouvernement de Kinshasa et 3 zones sous l'autorité des rebelles à la solde des pays. C'est ainsi que nous avions connu le RCD Goma, qui était l'allié du Rwanda,
le MLC, l'allié de l'Ouganda, et le RCD-ML, qui est l'allié de l'Ouganda. Il y a un rapport qui a été préparé par les Nations Unies, qui était publié en 2002, et qui indique que le pillage systématique des ressources minérales de la RDC par les États belligérants impliqués a eu lieu. Les ressources minérales et autres ressources naturelles de l'Est du pays sont alors exploitées par les forces rebelles et les conquérants étrangers. Le Rwanda devint ainsi, par exemple, exportateur du diamant et du coltan d'origine congolaise, alors qu'il ne produit pas ces matières premières-là chez eux. Le Burundi augmenta sensiblement ses exportations d'or importé frauduleusement de la RDC. L'Ouganda devenait exportateur du coltan et du cobalt, alors qu'il ne produit pas ces minéraux en Ouganda. Ainsi, malgré l'avènement du code minier en juillet 2002, les entreprises minières congolaises, c'est-à-dire la Gécamine, Sakima, Congo Étain, Sodiminko et Okimo, se sont retrouvées envahies par des exploitations minières artisanales illicites qui ont écrémé plusieurs gisements destinés à l'exploitation industrielle malgré l'institution de quelques zones d'exploitation artisanale par l'autorité minière du pays. Les mesures entreprises par la mise en application du code minier en vue de la restructuration et des résultats escomptés, particulièrement en ce qui concerne la rentabilisation des entreprises minières publiques et la contribution du secteur minier au budget national. Ces mesures ont conduit parfois à la confiscation des terres des paysans et aussi à l'expropriation sans contrepartie des concessions minières appartenant aux entreprises publiques au profit des nouvelles sociétés minières privées, à la fraude généralisée et aux contrats léonins au détriment, au détriment de l'État congolais, de ses entreprises ou même au détriment de la population congolaise. D'après la commission instituée en 2007 pour l'analyse de ces contrats léonais, la plupart de tous les contrats miniers signés avec les entreprises publiques et l'État congolais ont conduit au bradage et à la spoliation du patrimoine minier de l'État avec la complicité soit des autorités de l'État, soit des responsables des entreprises elles-mêmes. Pour mémoire, la Commission avait examiné les contrats de partenariat signés par les sociétés suivantes ainsi que les conventions signées par l'État. La Gécamine, 30 contrats. La Sodiminko, 6 contrats. La Miba, 6 contrats. Kizenge Manganese, 4 contrats. Sakima, 5 contrats. Okimo, 10 contrats. Et les conventions signées par l'État étaient au nombre de 4. Cette spoliation du patrimoine de l'État sonna le glas de la mort programmée des entreprises minières publiques, lesquelles contribuaient alors de manière significative au budget de l'État. Les statistiques de la production de ces entreprises illustrent la chute graduelle de la production minière de celles-ci de 1885 à 2002. Quant à la période post-code minier, elle est marquée par la période 2003 à 2006, qui connaît déjà une reprise timide de la production minière industrielle, et particulièrement par la période de 2007 à 2014, où la production minière est d'une manière générale ascendante, spécialement pour le cuivre, le cobalt et l'or. Cette évolution a conduit à la considération suivante. Après la période critique qui a vu la chute drastique de la production minière de la République démocratique du Congo, une nouvelle ère débute au début des années 2000 avec la réforme de la loi minière par la promulgation du code et du règlement minier qui ont ouvert le secteur à des investissements privés qui ont fait décoller la production de manière substantielle. Maintenant, je voudrais vous parler de la prédation du patrimoine minier de l'État. Les résultats de la révisitation des contrats miniers prouvent que, avant l'entrée en vigueur du code minier de 2002, l'État congolais, par l'entremise de ses entreprises publiques ou celles de participation, avait une majorité de parts ou d'actions
détenait un patrimoine minier important, constitué notamment d'importantes installations minières et aussi métallurgiques, et aussi des concessions minières avec des gisements entièrement documentés suite aux recherches géologiques et minières conduites par des sociétés étatiques. Dès la période précédant la promulgation du Code minier et surtout après l'entrée en vigueur de celui-ci, cet important patrimoine de l'État a été cédé au privé à travers des contrats léonins par les mandataires publics avec la couverture de leurs mandats politiques. Le produit des transactions irrélatives, ils sont généralement pas enregistrés dans la comptabilité de ces sociétés et n'apparaissent même pas non plus dans le compte du trésor public de l'État. Souvent, les mandataires publics impliqués qui ont négocié avec les entreprises pour vendre les actifs miniers à vil prix et leurs mandats politiques, ils sont récompensés comment? En se retrouvant par la suite dans des postes de gestion de nouvelles sociétés issues de cette prédation de ressources naturelles à ciel ouvert. Je ne voudrais pas singulariser quelqu'un, mais je voudrais juste vous dire que nous avons connu une dame qui a été ministre du portefeuille, qui a négocié la vente des actifs miniers à une entreprise importante dans le domaine minier. Elle fait partie du conseil d'administration jusqu'aujourd'hui. Conflit d'intérêts. Que faire alors pour sortir le pays de cette situation de prédation où les revenus miniers sont compromis pour plusieurs années à venir, mettant en danger l'avenir même du peuple congolais, de la jeunesse congolaise? Pour sortir le pays de la situation de prédation sans merci de notre pays à potentiel minier élevé, mais réellement classé parmi les plus pauvres du monde, faute de rentabilisation des recettes d'origine minière, il faut les considérations majeures suivantes à prendre en compte pour effectivement augmenter la contribution du secteur minier au budget de l'État afin que la RDC puisse tirer réellement profit de l'exploitation des ressources minérales de son sol et de son sous-sol. Le gouvernement de la RDC et les autorités congolaises doivent lever l'option entre deux politiques alternatives que voici. Soit on laisse les recettes minières échapper indéfiniment au compte du trésor public, soit on prend des mesures courageuses, avec le concours des experts et spécialistes attitrés, de chercher à tout prix le recouvrement de ces recettes minières qui sont perdues. La première option, en vue de répondre aux besoins du développement du pays, conduirait à la recherche de l'aide au développement. Auprès de qui? Auprès des institutions financières internationales que Freddy Mulumba a mentionné tout à l'heure pour avoir conseillé le gouvernement de la RDC à céder les actifs miniers à vil prix. Et nous pouvons aussi obtenir donc des dons ou de l'aide auprès de bilatéraux sur le plan international. Bien entendu, une telle position, une telle alternative, quoique acceptable, elle nous apporte très peu de moyens au vu des besoins de développement de notre pays. Et cette aide est souvent sujette à des conditionnalités allant jusqu'à toucher à la souveraineté nationale et aussi à la fierté d'être congolais. Au contraire, dans le cas où le pays opterait pour le recouvrement des recettes minières qui lui échappent aujourd'hui, celui-ci peut rapidement mobiliser des milliards de dollars américains qu'il peut utiliser pour mettre en œuvre une véritable vision de développement de grande envergure, tel que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, que je vous ai proposé pendant les élections, mais que vous avez rejeté. Dans le cas d'espèces pour la RDC, une telle étude réalisée sur la contribution du secteur minier au budget de l'État par un ingénieur congolais, à qui je voudrais rendre hommage, M. Raphaël Ngoï. Cette étude a été soumise même au Parlement de la RDC au Sénat, montre que de 2007 à 2012, sur les 41 milliards de dollars américains du chiffre d'affaires généré par le secteur minier, le compte du trésor public n'a obtenu que des recettes minières de l'ordre de 1 milliard de dollars américains, ne représentant que 2,5% du chiffre d'affaires engagé pendant la dite période par les opérateurs miniers. Vous vous rendez compte? Nous réalisons avec les entreprises minières dans le pays 41 milliards de chiffre d'affaires. Et de tout cela, nous ne recevons que 1 milliard. Mais nous sommes... Qui a négocié ce genre de contrat? L'étude montre que ces recettes minières auraient dû
pourtant être de l'ordre de 8 milliards de dollars américains, soit environ 20% du chiffre d'affaires du secteur minier, à raison de 1,34 milliard de dollars américains par an. La perte ainsi enregistrée par le compte du Trésor public pour la période de 2007 à 2012 est de 7 milliards de dollars américains, soit environ 1,17 milliard de dollars américains par an. C'est ce que nous avons perdu. À ce sujet, il faut signaler qu'en 2013, le même expert et spécialiste congolais, qui a d'ailleurs évolué dans le secteur minier pendant pratiquement 28 ans, avait réalisé une autre étude analytique sur la contribution du secteur minier au budget de l'État de 2007 à 2012. Mais pour l'exercice 2013 simplement, où il a poussé des investigations donc très loin, il a constaté qu'il y a une perte en recettes minières de l'ordre de 1,1 milliard de dollars américains par an, pour l'année 2013 simplement. Si cette moyenne est étendue par extrapolation à la période suivante de 6 ans, allant de 2013 à 2018, ces pertes cumulées seraient de l'ordre de 6,6 milliards de dollars américains. C'est l'argent que perd le Trésor public. Et en prenant les deux périodes allant de 2007 à 2018, l'État congolais aurait ainsi perdu des recettes de l'ordre de 14 milliards de dollars américains devant provenir des recettes minières. Mais nous sommes, je ne veux pas utiliser un qualificatif pas très gentil à l'égard de notre peuple, mais nous sommes des naïfs. Pourquoi? Parce que toutes les ressources qu'on pouvait utiliser pour le développement, on les transfère à l'extérieur, au profit des entreprises étrangères. Pourquoi? Parce que la RDC n'a pas été représentée valablement par des dignes fils capables de pouvoir négocier tête à tête avec ce monde extérieur. La question que nous nous posons est la suivante. Est-ce que le pays peut être à mesure de recouvrer ses recettes aujourd'hui qui lui échappent? En tout état de cause, et pour le développement de la RDC, j'estime personnellement que le recouvrement d'un tel pactole est tout à fait possible. Il faudrait pour cela de la volonté politique collective de tout le peuple congolais et surtout de ses gouvernants. Car en principe, les contraintes de règlement financier du pays et les moyens légaux existent pour permettre un tel recouvrement de recettes perdues. La question qui vient à l'esprit par la suite est celle de savoir, enfin, jusqu'à quand la RDC continuera-t-elle à recourir à l'aide du développement, parfois de quelques millions de dollars américains, seulement tout en ne cherchant pas agressivement à récupérer les 14 milliards de dollars américains des recettes minières qui lui échappent aujourd'hui, rien qu'en considérant la période allant de 2007 à 2018. Pour moi, la récupération de ces recettes minières du point de vue légal est encore possible pour permettre le décollage économique du pays et la lutte contre la pauvreté extrême dans laquelle croupit la population congolaise et qui est la cause principale de la fuite des jeunes Congolais vers d'autres cieux mieux nantis. Je voudrais arriver à la conclusion de mon propos. Pour accroître la contribution des mines au développement du pays, la RDC doit changer de vision et d'approche, car plusieurs entreprises minières opèrent dans le pays, mais l'on ne voit pas leur contribution réelle au développement. Nous devons inventorier aujourd'hui toutes les entreprises minières, privées et publiques, et réévaluer au cas par cas leur contribution en termes d'impôts, d'emploi, de production et transformation des matières premières en produits semi-finis et produits finis. Nous devons révisiter certaines clauses du code minier pour accroître sa contribution effective au développement du pays. Nous devons réexaminer tous les contrats miniers, toutes les concessions minières et tous les permis d'exploitation minière en privilégiant bien sûr l'intérêt supérieur du pays et du peuple congolais. Pour ce faire, je recommande que l'on mette en place une commission à 5 pieds, incluant le gouvernement, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, la justice congolaise, les organes de contrôle, c'est-à-dire l'inspection générale des finances et la Cour des comptes, et la société civile, incluant bien sûr l'élite congolaise. Cette commission passera en revue tous les contrats miniers, sans exception, et va les renégocier avec les investisseurs étrangers
concernées de façon à rétablir le peuple congolais dans ses droits, tout en préservant bien sûr les intérêts raisonnables de toutes les parties prenantes, y inclus les investisseurs étrangers. Pour clôturer, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre avec moi une interview récente réalisée par M. Albert Youma, président du conseil d'administration de la GECAMIN depuis près de 2 décennies. Cette interview sera suivie par ma réponse. J'ai été appelé par la RTNC pour réagir à cela. C'est la guerre qui se passe entre RFI et la RTNC. Vous allez voir donc mon point de vue et le point de vue d'Albert Youma. Je vous remercie. Mais la technologie, j'ai l'impression que... Il appartient à un pays qui est premier producteur mondial de cobalt, premier producteur africain de cuivre, producteur de diamants, producteur de zinc. On va arrêter là l'inventaire. Il est à la tête, il est le président de l'entreprise qui a la gestion de l'ensemble de ces minéraux. Il est également le président de la Fédération des entreprises du Congo. Nous recevons aujourd'hui M. Albert Youma Mulumbi. Bonjour M. Mulumbi. Bonjour M. Alain Foucault. Comment peut-on expliquer, vous qui êtes président de la GECAMIN, la Générale des carrières et des mines du Congo, que l'on ait autant de richesses et qu'il y ait autant de Congolais qui vivent avec moins $1 par jour? Je pense que c'est la conséquence de mauvais choix ou d'orientations qui ont été dictées fin des années 90, début 2000, quand, à la suite effectivement de l'environnement politico-social que vous connaissez, l'État congolais a été contraint, sous le conseil de ses partenaires multilatéraux et même bilatéraux, de céder la majorité des actifs miniers à des partenaires étrangers, sous l'espoir que ça générerait des revenus, comme je le dis souvent, du lait et du miel pour le peuple congolais. C'est jamais arrivé. On a envie de comprendre. Quand vous dites les partenaires multilatéraux et bilatéraux, c'est eux qui décident que le Congo doit céder ses richesses à d'autres. Qui sont ces partenaires multilatéraux? Fin des années 90, vous connaissiez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exsangue et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ses fonds pour réinvestir, se développer. Et puis elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Alors qui sont ces partenaires multilatéraux? Alors, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Qui décident de céder vos richesses à des entreprises? Qui conseillent, qui vous disent, vous État congolais, vous n'avez plus les moyens financiers de maintenir et de développer vos actifs miniers. Nous vous conseillons gentiment on sait comment on conseille. Voilà, de céder ça à des partenaires techniques et financiers internationaux qui sont spécialisés et qui ont les moyens et ils vont développer ça à votre place. C'est l'erreur fatale qu'on a faite qu'on ne devrait jamais faire dans nos pays africains. Donc aujourd'hui, à qui appartiennent ces mines-là? Quelles sont ces entreprises qui détiennent finalement la plus importante richesse de ce pays? Quand on dit que la RDC a exporté plus de 1 million de tonnes de cuivre et près de 100 000 tonnes de cobalt, c'est 5 ou 6 entreprises étrangères dans lesquelles, malheureusement, l'entreprise de l'État GECAMIN n'est qu'un actionnaire minoritaire qui n'a quasiment rien à dire. Ah bon? Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand l'État était seul avec son entreprise GECAMIN, seul dans le secteur minier, produisait près de 500 000 tonnes par an, et la GECAMIN subvenait à près de 70% à tous les besoins budgétaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de tonnes exportées, ces entreprises ne contribuent même pas à 17% aux revenus de l'État. Pendant 15 ans, 20 ans, alors que nous avions promis des dividendes pour la GECAMIN, des impôts pour l'État pour nous reconstruire, rien n'est venu. Vous savez pourquoi? Parce que ces entreprises, elles ont pris nos gisements, elles sont allées les donner en garantie à des banques étrangères et elles ont emprunté. Au lieu d'amener des capitaux qu'on nous avait promis, c'est des prêts qu'on nous a amenés à des taux qui dépassaient 10% alors que nous savons qu'ils les avaient à 2 ou 3%. Donc les entreprises à qui on a donné les concessions sont allées gager les mines du Congo auprès de banques. Et ont emprunté alors qu'elles devaient amener des capitaux. Elles ont amené plutôt des prêts. Des prêts à des taux d'intérêt. L'État ne peut rien contre ça. Qui sont ces entreprises? C'est TFM, c'est KCC, c'est Roachi, c'est Sicomine. Toutes des entreprises, si pas occidentales, chinoises aussi désormais.
Donc ils tiennent les richesses du Congo aujourd'hui. Ils tiennent les richesses du Congo, d'où effectivement ce paradoxe que les richesses ne profitent pas aux Congolais, mais aux entreprises étrangères, aux filiales de ces entreprises étrangères, aux maisons mères qui commercialisent les productions. Est-ce que ces entreprises ne profitent pas du grand désordre politique qu'il y a dans ce pays depuis les indépendances? Oui et non. Il y a notre propre incapacité à gérer nos ressources nous-mêmes, à toujours penser qu'on est mieux conseillé par des idées qui viennent de l'extérieur, mais c'est vrai aussi par une certaine gabégie de l'État, qui au moment où les revenus étaient là, on ne les a pas réinvestis. Mais ceci étant, on a pris des actions. En 2018, on a révisé contre l'avis de toutes ces entreprises, je dis bien contre, avec une opposition farouche, on a révisé le code minier de 2002 qui était trop avantageux et qui donnait tous ces avantages dont je vous parle. Rembourser d'abord les investissements, faire de l'amortissement accéléré, c'est tout ça qu'on a changé en 2018. Le monde entier est dans un réel besoin de cobalt pour la construction de nos téléphones portables, pour les véhicules électriques, bref, pour l'ensemble des batteries que l'on utilise de plus en plus. Et on découvre que là aussi le cobalt n'appartient pas au Congo. Et effectivement, et c'est ça qui me choque moi, quand on parle d'exportation de cobalt, on dit le groupe Glencore a exporté autant, le groupe TFM a exporté autant, Sicomine a exporté autant de cobalt, mais on oublie de citer que c'est le cobalt du Congo et les gisements ont été donnés par une entreprise congolaise, Gécamine. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a exporté près de 100 000 tonnes. Quels sont les revenus pour l'État congolais? On va nous dire cette année-ci, l'État congolais va bénéficier de plus ou moins 1,3 milliard, mais sur 15 milliards d'exportation, c'est peanuts. Alors ce que nous avons décidé, puisque selon les conventions, on ne peut pas unilatéralement changer les partenariats industriels, il y a un volet du cobalt que nous pouvons récupérer. C'est ça que le président Tshisekedi a décidé en 2019. Commençons par récupérer ce qu'on peut récupérer sur le cobalt artisanal. Cobalt artisanal qu'on ne vend pas sur le marché, puisque ce cobalt artisanal utilise les enfants pour travailler, utilise les femmes enceintes, et qu'il y a régulièrement des accidents là-bas. Mais c'est à la suite justement d'un accident en 2019, au moment où il était au Katanga, que le président Tshisekedi a pris la décision de prendre en main la gestion et de mettre des règles dans le cobalt artisanal, qui représente entre 25 et 30% de tout le cobalt produit et donc exporté. Mais ce cobalt-là est exporté de façon illicite. On l'appelle le cobalt du sang. On l'appelle le cobalt sale ou impropre, parce qu'effectivement, à ce moment-là, et ça a entraîné une mauvaise réputation pour l'État congolais. Il est mort, et les gens travaillent dans des conditions inacceptables. Et ce qui a été décidé en 2019, sur les orientations du président Tshisekedi données au Premier ministre, de travailler avec la Gécamine et son cabinet pour mettre en place une structure qui va maintenant réglementer l'exploitation du cobalt artisanal avec 3 conditions essentielles. Interdiction du travail des enfants, interdiction du travail des femmes enceintes ou des femmes mineures, exigence de préparer le site sur lequel les mineurs artisanaux vont travailler et sécurisation de ces travailleurs artisanaux en leur donnant des équipements de protection. C'est l'objet de la création de l'entreprise générale du cobalt. C'est bien ça l'objet de la création de cette entreprise. Qui possède cette entreprise? Parce que j'ai vu qu'il y avait aussi Trafigura. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre à Paul pour donner à Pierre finalement? Non, c'est justement, on ne va pas faire la même erreur de ces partenariats industriels sur lesquels je reviendrai peut-être et dont on se plaint. Non. L'entreprise générale du cobalt est une filiale à 95% de Gécamine et à 5% du gouvernement à travers le ministère du portefeuille. Trafigura n'est qu'un partenaire financier et commercial. C'est-à-dire que Trafigura nous prête l'argent pour démarrer et structurer les activités et nous le rémunérons pour trouver des clients pour EGC. Mais le vendeur de ce cobalt, ça sera EGC qui décidera parmi les 4 ou 5 clients. Voilà. Si Trafigura nous présente 4 ou 5 clients, je dis par exemple Tesla, BMW ou Samsung, les véhicules électriques. C'est EGC qui dira, je suis d'accord, mais à telle condition. Et le produit de cette exportation reviendra 100% au Congo. C'est ça la grosse différence. Si nous appliquons très bien ce que nous venons de prendre comme mesure sur le cobalt, nous pouvons dégager sur une année 2 à 3 milliards de recettes supplémentaires et on peut faire venir d'autres partenaires pour créer un fonds souverain dès la première année de 5 à 6 milliards. Ce fonds souverain devrait être constitué par une structure indépendante et de personnalités indépendantes avec des projets qui ont été présentés par le gouvernement, dont des projets d'infrastructure, validés par l'Assemblée nationale pour qu'on ait les moyens nous-mêmes
de commencer à financer nos projets d'infrastructure avant d'entendre que ce soit les partenaires multilatéraux qui arrivent. Ils ne développeront jamais notre pays et ils ne financeront pas nos infrastructures. Vous êtes élu pour la 6e fois à la tête de la Fédération des entreprises du Congo. 6 fois déjà à la tête de cette structure qui est plutôt particulièrement puissante. On vous voyait partir il y a peu de temps, certains se disaient qu'il était proche de Joseph Kabila, c'était un très très proche de Joseph Kabila. Maintenant que la politique a changé, il va tomber. Vous avez changé de camp, vous vous êtes rapproché de Félix Tshisekedi, vous avez traversé, comme on dit ici au Congo, pour rejoindre le camp de l'Union sacrée. Le camp de la FEC, c'est le camp de l'économie nationale, c'est le camp du développement. C'est ça le seul camp de la FEC. Et la FEC est un partenaire privilégié du gouvernement, parfois critique, parfois même sévère, quand les décisions ne vont pas dans le sens de l'économie de ce pays. La FEC est totalement apolitique. Donc la FEC n'a pas à être à gauche ou à droite. La FEC travaille avec le gouvernement en place, mais à condition qu'on règle les 2 goulots d'étranglement majeurs, la réforme fiscale et la réforme du secteur judiciaire. On a pensé à un certain moment donné que, vu votre proximité avec Joseph Kabila, vous aurez du mal à travailler avec ceux qui arrivent et que peut-être que vous êtes allé à la soupe, comme certains disent. Est-ce que Albert Youma aujourd'hui est à l'Union sacrée? Albert Youma n'est ni à l'Union sacrée ni allé à la soupe quelque part, parce qu'Albert Youma est d'abord un opérateur économique qui a été élu par ses membres. Donc le président de la FEC n'est pas nommé, ni par... On connaît les conditions qu'il y a eu dans les élections cette année. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a failli prendre votre place, et puis il y a eu une intervention de la justice pour qu'on vous rétablisse. Ça veut dire qu'il y a quand même des jeux politiques. Non, il n'y a eu aucun jeu politique. Il n'y a eu qu'une seule élection le 26 novembre qui avait réélu Albert Youma. Tout le reste, c'était de la mascarade. Et la justice n'a fait que rentrer dans le droit de l'élection qui avait eu lieu le 26 novembre. Dernière question, est-ce qu'avec le désordre politique qui règne dans ce pays, avec cette instabilité, c'est envisageable, ce type de projet, est-ce qu'on n'est pas condamné avec des politiques qui sont très très instables dans ce pays? Je suis déjà très content de la passation pacifique qu'il y a eu en 2018. Vous savez, c'est la première fois dans ce pays qu'un président sortant passe le flambeau à un président entrant. C'est un signal fort que peut-être l'instabilité est terminée en République démocratique, parce que nous, les hommes d'affaires, on a besoin de paix et de stabilité. Moi, je passe mon temps à faire de l'économie et à dire que c'est ça la priorité des priorités. Je ne cesserai pas de le dire. Mais j'ai confiance qu'on a commencé une première étape. On a une transition pacifique. Les gens comprennent que tout peut se faire autour d'une table dans des négociations. Et je crois à ça. Et j'encourage les politiques à ça. Merci Albert Youma. Vous avez suivi le PCA de la GECAMINE parler, Albert Youma, et il est là, je pense, depuis pratiquement 2 décennies. Moi, quand je l'ai suivi, j'ai eu envie de vomir. Pourquoi? Parce que voilà les gens qui nous représentent et qui ont négocié des contrats en cédant tous ces actifs miniers aux entreprises multinationales. Et aujourd'hui, il nous dit que la RDC ne gagne rien. Et ça, c'est pour plusieurs années. Et il estime que ces erreurs-là, il veut blâmer quelqu'un d'autre. Il veut blâmer les institutions multilatérales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire. Je ne suis pas ici pour défendre une institution quelconque. Je suis ici pour le compte de la RDC. Mais je voudrais vous dire que du temps, les 30 années que j'ai passé à la Banque mondiale, j'ai rencontré des gouvernements qui négociaient sérieusement des choses en faveur de leur peuple. Mais le gouvernement de la RDC, parfois, ou le plus souvent, on a envoyé des gens qui viennent à Washington pour être impressionnés par la beauté des bâtiments et qui laissent pratiquement tout au profit donc de l'autre camp. C'est ça qui nous est arrivé ici. Encore une fois, notre pays, si on veut changer la donne pour l'avenir, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sortons de ces histoires tribales-là, de dire que telle compagnie doit être gérée par les ressortissants de tel coin. Quand nous faisons ça et que nous avons des gens qui ne sont pas compétents, nous sacrifions le pays, nous sacrifions l'intérêt du peuple congolais. Ça, c'est la première leçon à tirer de cet épisode. Mais 2, les dégâts, lorsque Albert Youma dit qu'on nous a conseillé de céder les actifs miniers auprès des entreprises qui apportaient des capitaux. Moi, je voudrais qu'on puisse relativiser les choses. Quand on veut signer un contrat minier, il y a 2 camps. Le camp de l'entreprise étrangère, qui amène quoi? Ils amènent l'expertise, les capitaux,
et les équipements. Il y a aussi le camp de la RDC qui amène quoi autour de la table. Et ça, il ne semble pas pouvoir le reconnaître. Nous amenons les réserves de nos matières premières. Ces réserves-là, ça vaut des milliards. Dans les négociations avec des firmes étrangères, on doit mettre en balance non pas simplement les capitaux qu'ils apportent, l'expertise et les équipements. On doit tenir compte aussi que sans nos réserves, elles ne peuvent rien faire. Moi, je suis partisan de la théorie des partages de production. C'est-à-dire, vous amenez vos capitaux, vous pouvez investir pour avoir 51%, 49% ou 51% maximum dans la compagnie qui a été créée. Mais nous, en tant que pays, à cause de nos réserves que nous apportons, nous devons contrôler au moins 49 à 51% du capital. Comme ça, on est quitte. Donc chacun a sa part. Si on avait cette formule-là, en regardant tous les profits, vous vous rappelez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un chiffre d'affaires cumulé de 41 milliards de dollars. Ça veut dire que ce qui revenait à la RDC, si on utilise cette formule, c'est environ 20 milliards de dollars. Par contre, nous avons reçu combien? 1 milliard. Je crois que nous nous sommes tirés dans la patte. C'est pour cela que je voudrais demander à notre gouvernement qu'on n'ait pas peur, qu'on puisse mettre en place une commission de renégociation de tous ces contrats. Qu'on aligne les meilleurs d'entre nous pour parler avec ces firmes multinationales, qu'on renégocie ces contrats de façon à rétablir le peuple congolais dans ses droits. Si nous le faisons, vous allez voir que la contribution du secteur minier au budget national sera beaucoup plus importante que les maudiques 2,5% que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.